Alors, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier tout le comité organisateur de ces journées de médecine générale de Sfax pour m'avoir invité pour vous parler des troubles du sommeil, évaluation et prise en charge. Alors, concernant la plainte du sommeil, Dr Salem il disait que c'est une plainte fréquente. Et justement, qui de nous n'a pas eu des questions posées concernant la plainte du sommeil? Du genre, docteur, je n'arrive pas à m'endormir, je suis somnolent pendant la journée, ou alors mon sommeil n'est pas réparateur, ou alors mes proches signalent que pendant mon sommeil, je peux faire des choses inhabituelles. Donc les troubles du sommeil sont fréquents, ils touchent une proportion importante de la population et malheureusement, lorsqu'il y a un mauvais diagnostic et une mauvaise prise en charge, ils peuvent avoir des conséquences néfastes, que ce soit sur la santé, le bien-être et l'humeur de l'individu, mais de façon plus générale sur la vie sociale, économique et professionnelle de l'individu. Tout d'abord, 2 mots pour définir ce qu'est le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? Alors, c'est un état physiologique qui survient en alternance avec un état de veille. Le sommeil comporte généralement des critères comportementaux et des critères neurophysiologiques. Les critères comportementaux consistent en une réduction de l'activité motrice, une diminution des réponses aux stimuli externes, une posture généralement stéréotypée avec donc quelqu'un qui est couché avec les yeux fermés et une réversibilité notamment relativement facile, notamment en différence avec le coma. Le sommeil comporte également des caractéristiques neurophysiologiques avec des modifications à l'EEG, à l'électroencéphalogramme, à l'électromyogramme et électrocardiographie qui vont permettre de différencier les différents stades du sommeil. Alors, je vais rappeler ce qu'est le sommeil. En fait, donc, notre nuit est un ensemble de trains et donc une nuit est constituée par 4 à 6 trains et donc chaque train est représenté par un cycle de sommeil, ce qu'on appelle un cycle de sommeil qui va comporter, outre la période d'endormissement, ce qu'on appelle le sommeil lent dans ses stades légers et profonds. Et là, donc, il y a une réduction de l'activité motrice, donc une diminution de l'activité électroencéphalographique. Et le sommeil comporte également ce qu'on appelle la phase du sommeil paradoxal. Et là, il y a donc une activité, une réduction du tonus musculaire important, c'est vrai. Le sujet est difficile à réveiller, mais par contre, en différence avec les autres stades, l'électroencéphalographique, l'activité électroencéphalographique, elle est très importante avec des mouvements oculaires rapides. Alors, tout d'abord, je vais rappeler la classification des différents troubles du sommeil. Donc, selon l'International Classification of Sleep Disorder, on distingue l'insomnie, les troubles respiratoires liés au sommeil, l'hypersomnolence ou l'hypersomnie, les parasomnies, les différents mouvements liés au sommeil et les troubles du rythme circadien. Alors, nous allons insister dans cette conférence beaucoup plus sur l'insomnie et sur les troubles respiratoires liés au sommeil de par ou du fait de leur fréquence. Et on va commencer par donc l'insomnie, qui est une plainte fréquente. C'est une plainte par définition qui est subjective et les sujets décrivent généralement des difficultés d'endormissement ou alors des difficultés de maintenir un bon sommeil ou bien un réveil qui est trop précoce. À cette plainte subjective s'associe généralement un retentissement diurne, c'est-à-dire que le sujet, pendant la journée, devient somnolent, fatigué, irritable, il peut avoir des troubles de la mémoire. Et pour parler donc d'une insomnie, il faut qu'il y ait une fréquence importante qui est supérieure à 3 fois par semaine ou 3 nuits par semaine. C'est le trouble du sommeil le plus fréquent, donc ça constitue une des plaintes les plus courantes en médecine générale, et 10 à 15% donc des consultants généralement consultent pour une insomnie. Si on retient tous les critères de l'insomnie et pas seulement de la plainte, donc la prévalence devient de 6 à 10%.
Et l'insomnie touche généralement les femmes beaucoup plus que les hommes. Alors, face à cette plainte d'insomnie, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait bien sûr, bien évidemment, évaluer cette plainte et la mettre dans son cadre. Alors, la première étape se passe à travers un interrogatoire et l'interrogatoire doit intéresser aussi bien le patient que le conjoint et ça concerne tous les troubles du sommeil. Alors, il faut différencier une insomnie avec ce qu'on appelle les sujets court dormeurs qui ne dorment pas trop par nature. Il faut aussi la différencier des troubles du rythme circadien et ça, donc on va le voir. Il faut voir si cette plainte concerne le sommeil, difficulté d'endormissement, ou alors l'éveil ou donc le passage de la journée, c'est-à-dire que c'est un sujet qu'il pense avoir bien dormi ou pas. Il faut aussi évaluer l'ancienneté de l'insomnie. Ça évolue depuis combien de temps et différencier entre une insomnie d'ajustement, dite aussi une insomnie transitoire ou à court terme, qui est généralement ce type d'insomnie lié à un événement ponctuel, une situation nouvelle, un facteur de stress récent, etc. Avec ce qu'on appelle l'insomnie qui est plutôt chronique, qui pourrait s'associer, et la chronique, on parle de chronicité si ça dépasse les 3 mois, qui pourrait s'associer avec une comorbidité de type somatique ou psychiatrique, ou des fois, elle pourrait être aussi associée à un usage de substances. La sévérité de l'insomnie est aussi à évaluer, elle fait partie du bilan d'évaluation de l'insomnie, et là, il faut évaluer la fréquence de l'insomnie et l'ampleur de son retentissement diurne. Et ainsi, on pourrait distinguer une insomnie légère, c'est une insomnie d'une nuit, généralement par semaine, avec un faible retentissement, d'une insomnie dite sévère, qui donc touche ou intéresse dans 4 nuits ou plus par semaine, et qui bien sûr engendre un retentissement diurne beaucoup plus important, fait d'une fatigue, d'une irritabilité, des troubles cognitifs, de la concentration, de l'attention, etc. Les traitements qui sont pris éventuellement par le sujet, la nature de ces traitements, la durée de l'utilisation et la fréquence de l'utilisation, s'ils sont anciens, s'ils sont en cours, doivent aussi être explorés, doivent aussi être recherchés par le médecin. Il y a beaucoup de traitements qui pourraient donner une insomnie, ainsi que les horaires du coucher et du lever du sujet. Et aussi, un élément qui est important, c'est le temps qui est passé au lit. Il faut différencier entre le temps, et ça c'est valable surtout pour les sujets âgés, le temps qui est passé au lit, c'est-à-dire quand le sujet se couche, s'endort, et entre le temps réel et effectif de sommeil. L'environnement nocturne du sommeil est aussi donc à évaluer, le bruit, la lumière, etc., la modification des repères, un événement inhabituel, donc tout ça fait partie de l'évaluation à travers donc l'interrogatoire. Cette évaluation qui pourrait être faite de façon subjective à travers l'interrogatoire pourrait être complétée par ce qu'on appelle des auto-questionnaires. Ces auto-questionnaires peuvent aider le médecin, le guider dans cette évaluation. Il y a plusieurs échelles qui pourraient être utilisées, telles que l'échelle de somnolence d'Epworth, qui est très fréquemment utilisée, aussi bien que l'échelle de fatigue de Pichot. On pourrait utiliser aussi des questionnaires ou des échelles pour évaluer les états anxieux et dépressifs. Et ça, vous savez très bien que les états anxieux et dépressifs peuvent être fréquemment à l'origine d'une plainte du sommeil, notamment d'une insomnie. Voici donc l'échelle d'Epworth, c'est un ensemble de 10 items donc, qu'il faudrait donc codifier et donner un score qui pourrait renseigner sur la somnolence ou l'intensité, le degré de la somnolence. L'échelle de fatigue de Pichot également, elle pourrait donc renseigner sur l'état de fatigabilité diurne. Un autre élément capital et très très important aussi de surveillance, c'est ce qu'on appelle l'agenda de sommeil. L'agenda de sommeil peut renseigner, peut donner des éléments indispensables concernant le sommeil du sujet. Alors, l'agenda du sommeil peut donner des éléments concernant l'horaire du coucher, l'heure du lever, la durée du sommeil, la qualité du sommeil, la notion de prise médicamenteuse ou pas, tout ça pourrait être évalué à travers l'agenda du sommeil. Et l'intérêt de l'agenda du sommeil est vraiment très important parce que ça peut être d'un intérêt pédagogique, c'est-à-dire ça fait impliquer le patient dans sa prise en charge,
Ça pourrait être aussi d'un intérêt diagnostique parce que ça renseigne sur certaines pathologies et ça pourrait être d'un intérêt thérapeutique. Pourquoi? Parce que certains sujets, lorsqu'ils rédigent cet agenda de sommeil, ils se rendent compte qu'il y a une différence entre leur perception. Ils perçoivent leur sommeil comme non réparateur alors que sur le plan pratique, les heures de sommeil sont suffisantes. D'accord? Donc là, il ne faut pas oublier de remplir cet agenda de sommeil avec le malade. Un autre élément d'évaluation objective, c'est ce qu'on appelle l'actimètre ou l'actimétrie. Là, c'est un bracelet qui est mis donc sur le poignet donc, du sujet et ce bracelet-là va détecter les mouvements ou l'activité du sujet. Cette activité-là va renseigner de façon indirecte sur le sommeil. C'est-à-dire qu'il y a des périodes d'inactivité. Et là, on suppose que le sujet il s'endort et en donc contradiction avec certaines périodes d'activité. Là, c'est les moments donc d'éveil. Donc voilà, face à cette insomnie, si on fait un bilan total, ça va nous renseigner sur les différentes étiologies de l'insomnie. Et là, il faudrait donc penser surtout à la mauvaise hygiène de sommeil. Des fois, il n'y a rien, il n'y a aucune pathologie, c'est tout simplement une mauvaise hygiène de sommeil qui est à l'origine donc de la plainte de l'insomnie. Il faut penser aussi à l'iatrogénie. Certains médicaments peuvent, tels que les corticoïdes par exemple, la corticothérapie, les hormones thyroïdiennes, etc., peuvent donner une insomnie. Également, il faut penser à certaines comorbidités médicales, comme je viens de le dire, certaines maladies telles que les douleurs, telles que les dyspnées nocturnes, telles que le problème de prostate qui donne une icturie, etc., peuvent donner donc une insomnie, aussi bien que les maladies psychiatriques. Là, il faut bien donc penser surtout à la dépression et à l'anxiété qui sont les pathologies psychiatriques les plus pourvoyeuses d'insomnie. Généralement, face à un même sujet, on peut retrouver plusieurs étiologies en même temps qui peuvent être à l'origine de l'insomnie. Alors, face à donc cette insomnie, comment on va la prendre en charge? Bien évidemment, il faut traiter la cause. S'il y a une cause, s'il y a un médicament, s'il y a une pathologie psychiatrique, etc., il faut la traiter, bien évidemment. Il faut penser à quelque chose de très important et qu'on oublie sur le plan pratique, c'est de conseiller une bonne hygiène de sommeil. Alors, qu'est-ce que donc l'hygiène de sommeil? C'est de fait de donner quelques conseils aux patients pour améliorer la qualité du sommeil et des fois, sans même donner un traitement, une simple bonne hygiène de sommeil et un changement des habitudes de vie pourrait être suffisant. Cette hygiène de sommeil donc consiste au fait de limiter les excitants, café, alcool, nicotine, etc. Donc, pas de café, pas d'alcool après 17 heures, par exemple. Il faut aussi penser au type de l'alimentation. Il faut éviter les repas lourds, les repas riches en protéines le soir et privilégier plutôt tout ce qui est légumes. L'activité physique, elle est bien l'activité physique, mais pas en fin de journée. Faut pas, c'est-à-dire que certains sujets vous disent que je vais faire de l'activité physique pour que j'aie sommeil. Si c'est fait le soir, ça donne un effet plutôt stimulant, c'est l'effet inverse. Donc l'activité physique doit se limiter à des horaires un peu plus, que ce soit un peu plus tôt. Autre chose, il faut penser à l'environnement du sommeil. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, de penser à la température de la chambre, au fait de limiter le bruit, à l'aération de la chambre, à la qualité de la literie. Tout ça, c'est quelque chose qui est très important. À côté de l'hygiène de sommeil, on pourrait conseiller ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive. Il y a deux techniques qui sont propres aux problèmes de sommeil. Donc, dans les TCC, c'est la technique du contrôle des stimuli et la technique de la restriction de sommeil. En fait, c'est pas des techniques difficiles. Alors, le contrôle du stimuli, elle se base sur le fait que les patients qui sont insomniaques adoptent généralement des comportements qui vont entretenir leur trouble. C'est-à-dire que s'il est insomniaque, il va regarder la télé. Le fait de regarder la télé va le stimuler et il va pérenniser son comportement. Il peut lire un livre, par exemple. Donc tout ça, le contrôle de stimuli, ça va viser à éliminer ce type de comportement. Et donc on va conseiller au sujet de réserver un moment loin du coucher. Donc pour penser à ses soucis, il faut avoir une routine de coucher relaxante. Si le sujet, au bout de 15 minutes, s'il veut s'endormir, s'il n'a pas sommeil, il doit quitter la chambre et il reviendra lorsqu'il aura encore une fois sommeil. C'est-à-dire que il ne revient vers le lit que s'il a envie de dormir. D'accord?
Donc, la restriction de sommeil améliore l'efficacité de sommeil en réduisant la différence entre le temps qui est passé au lit et elle vise à le coïncider avec le temps effectif de sommeil. Pour faire cette technique ou ces conseils de restriction de sommeil, on peut s'aider par ce qu'on appelle l'agenda du sommeil. Et là, ça consiste en quoi? Ça consiste au fait donc de réduire le temps où le sujet est couché au lit et de le faire correspondre avec le temps efficace de sommeil. D'accord? Et là, ça consiste à une augmentation à chaque fois de 15 à 20 minutes du sujet lorsqu'il est donc, ou lorsqu'on lui permet de rester donc dans son lit. Et le résultat est le suivant. Voici un agenda donc avant et après, et on voit ici donc la différence entre le temps de passer au lit et le temps d'endormissement. Tout ça, c'est de l'insomnie. Et là, après la restriction de sommeil, on voit qu'il y a pratiquement donc une coïncidence entre les deux. À côté de ces techniques comportementales, on peut s'aider par les thérapies cognitives. Tout ce qui est cognitif, ça vise à changer des croyances ou des idées erronées concernant l'insomnie. Du genre, par exemple, je dois obligatoirement dormir comme ma femme 8 heures par nuit, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. D'accord? Donc, il faut changer ses attitudes et ses idées. Cette TCC est indiquée généralement pour les cas où il y a l'insomnie chronique. Elle peut être utilisée toute seule ou en association avec un traitement médicamenteux, mais son effet est beaucoup plus important au plus long. Cette technique comportementale et cognitive pourrait être associée à un traitement médicamenteux. On pourrait utiliser les antihistaminiques, mais vous savez, beaucoup d'effets secondaires, les études n'ont pas prouvé leur efficacité. On pourrait utiliser maintenant les nouvelles molécules, la mélatonine, la gomélatine, qui sont maintenant beaucoup plus indiquées dans les cadres de l'insomnie sévère, et ils ont montré, les études montrent de plus en plus leurs bénéfices donc significatifs dans ce cadre. Alors, les molécules que vous prescrivez le plus, les hypnotiques, les benzodiazépines, les anxiolytiques, alors ces molécules, malheureusement, on voudrait bien qu'il y ait une molécule qui est efficace sur l'insomnie, et qui respecte la vigilance, et qui est sans danger, et qui est sans risque de pharmacodépendance, on va pas la trouver. C'est vrai que cette prescription de benzodiazépines, d'hypnotiques, doit être limitée le plus possible, et même si on est amené dans les cas d'insomnie aiguë, transitoire, à les prescrire, il faut penser à les arrêter avant de penser à les prescrire. Donc, il faut prévoir de réduire les doses progressivement. D'accord? Il faut bien sûr éviter certaines erreurs de faire des associations entre plusieurs benzodiazépines. Je prescris une première molécule, ça ne marche pas, j'ajoute une deuxième. Il faut bien aussi respecter s'il y a une pathologie psychiatrique associée. C'est très, très important parce qu'il faut traiter la cause, qu'elle soit psychiatrique donc, ou autre. La contre-indication aussi, les pathologies respiratoires, les syndromes d'apnée de sommeil. Il faudrait faire très, très attention, les rechercher avant de prescrire ce genre de molécules. Et il faut penser à les arrêter progressivement. Il ne faut jamais arrêter de ce genre de molécules de façon brutale. Et là, donc, les molécules, vous les connaissez. Donc, on passe maintenant au deuxième trouble de sommeil qui est le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Les troubles du sommeil liés aux pathologies respiratoires. Alors, le syndrome d'apnée-sommeil est défini par une somnolence diurne excessive qui n'est pas expliquée par d'autres facteurs. En fait, 2 au moins des critères suivants devraient être retrouvés. Un ronflement sévère, une sensation d'étouffement et de suffocation pendant le sommeil, des éveils répétés pendant le sommeil, un sommeil qui n'est pas réparateur, quelqu'un qui présente une fatigabilité diurne ou des difficultés de concentration, et bien sûr, parce qu'on va le voir, des critères polysomnographiques qui donc définissent des apnées et des hypopnées, un ensemble supérieur ou égal à 5 par heure. Alors, ce syndrome d'apnée de sommeil est malheureusement fréquent. Il touche près des 5% dans la population générale, mais surtout, il est fréquent chez les sujets âgés. Sa prévalence augmente progressivement avec l'âge pour atteindre un pic de fréquence très important, pouvant atteindre les 80% aux alentours de l'âge de 70 ans. Elle s'associe fréquemment, comme vous le savez, à une obésité et elle touche chez l'adulte beaucoup plus les hommes que les femmes.
Alors, la symptomatologie clinique, on l'avait bien dit, donc il y a une symptomatologie nocturne et une diurne. Le symptôme, donc, prédominant, le plus important, c'est le renflement. C'est des sujets, donc c'est fréquemment la plainte du conjoint qui se plaint donc du renflement, mais il n'y a pas que les renflements. En fait, l'entourage peut constater des périodes de renflement et des périodes d'apnée secondaire, un sommeil qui est agité, des cauchemars, un somnambulisme, une insomnie et un sommeil généralement non réparateur. Pendant la journée, le sujet présente une somnolence diurne, il est très fatigué, il est asthénique, il a des troubles de l'humeur, des troubles donc cognitifs, mnésiques, de concentration, de la vigilance, etc. Comment on pourrait dépister ce syndrome d'apnée de sommeil? C'est généralement se base sur l'interrogatoire du conjoint. C'est le conjoint qui souffre en fait du syndrome d'apnée de sommeil. Et on pourrait s'aider par certains questionnaires qui pourraient donc nous renseigner sur les différents signes tels que le questionnaire de Stop-Band. L'examen clinique trouve généralement une obésité. Ça pourrait s'associer aussi très fréquemment avec une hypertension, un diabète et des antécédents cardiovasculaires. Et le diagnostic se fait généralement par un examen qui fait le diagnostic, et l'examen de référence, c'est l'enregistrement polysomnographie. Et c'est l'examen de référence, ça donne généralement le diagnostic, mais c'est généralement un examen qui est trop contraignant, on voit très bien que c'est contraignant, et on pourrait s'aider des fois par ce qu'on appelle la polygraphie. La polygraphie, c'est quelque chose qui est plus simple, ça peut se faire à domicile, mais généralement, on peut le faire lorsqu'on a beaucoup d'arguments en faveur du syndrome d'apnée de sommeil. Lorsqu'on a assez d'arguments, le sujet est obèse, il est hypertendu, il renfle beaucoup, etc. On pourrait se contenter de la polygraphie. Sinon, on passe à la polysomnographie qui fait donc le diagnostic. Alors, pour le traitement, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Il faut perdre du poids. Le traitement positionnel pourrait aussi avoir certaines indications. Contre-indiquer l'alcool, les sédatifs, etc. Et corriger les facteurs de risque cardiovasculaire. Le traitement, généralement, dans les SAS sévères et modérés, se fait par ce qu'on appelle la pression positive continue. On peut aussi essayer les orthèses, donc d'avancement mandibulaire, et le traitement donc chirurgical, donc de la chirurgie amygdalienne, de la réduction du palais, etc., sont réservés pour certaines indications. Là, c'était les troubles les plus fréquents, les plus importants. Le reste, on va essayer de les voir un peu plus rapidement. Les troubles moteurs du sommeil, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'impatience des membres inférieurs. Il comporte 4 critères. C'est des sujets qui présentent au moment de repos une sensation d'inconfort qui est désagréable, qui est difficile à décrire, et ils ont besoin de bouger les jambes de façon quotidienne pour se soulager de cette sensation-là. Donc ça survient généralement la nuit, au repos, et le sujet il est obligé d'aller, de marcher, de faire des mouvements, etc. pour être apaisé. Généralement, donc l'examen clinique, on ne trouve rien, il est donc normal, et le traitement concerne une bonne hygiène de sommeil. Il faut arrêter certains médicaments psychotropes qui pourraient donc aggraver donc le trouble, et s'aider par les agents dopaminergiques. Le syndrome des mouvements périodiques des membres inférieurs, c'est des mouvements stéréotypés et périodiques avec une extension du gros orteil, une dorsiflexion des jambes, une extension des jambes, de la hanche, qui prédomine à la première partie donc de la nuit. C'est en général des coups de pied fréquents donnés aux conjoints pendant la nuit qui font le diagnostic de ce syndrome-là. 2 mots pour donc l'hypersomnie. Donc, c'est une hypersomnolence qui n'est pas liée à une pathologie respiratoire donc du sommeil. On distingue une hypersomnie idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a donc aucune cause, et ce qu'on appelle la narcolepsie ou la maladie donc de Gélineau, qui consiste en une somnolence diurne excessive qui est associée à ce qu'on appelle des attaques de cataplexie. La cataplexie, c'est la perte brutale du tonus musculaire, c'est-à-dire que le sujet il est debout suite à une émotion particulière, il s'est énervé, la joie, il a rigolé, etc. Il perd brutalement donc son tonus musculaire.
Il y a aussi les somnies secondaires à d'autres pathologies, entre autres les pathologies psychiatriques telles que la dépression, qui pourraient s'associer de façon atypique à une hyperinsomnie dans certaines formes au lieu d'une insomnie. L'évaluation de l'hypersomnie se base sur l'interrogatoire, sur l'agenda de sommeil, sur un bon examen clinique, et donc la polysomnographie sert surtout à éliminer un syndrome d'apnée de sommeil. Bien sûr, le traitement se base sur le traitement de la cause. Avant de conclure, 2 mots sur les troubles du rythme circadien. C'est la perte de l'alignement des horaires de sommeil et d'éveil par rapport aux heures habituelles. Il y a ce qu'on appelle les troubles primaires avec un retard de phase. Là, donc, il y a un retard de sommeil de quelques heures par rapport aux heures conventionnelles. Chez les adolescents, donc ils s'endorment à 4 heures, 5 heures du matin, mais l'horaire du sommeil, elle est donc correcte. Il y a l'avance de phase, au contraire, c'est-à-dire que c'est des sujets qui s'endorment beaucoup plus donc tôt, tels que les sujets âgés en institution, etc. Les troubles donc du rythme circadien secondaire peuvent être induits donc par les travails postés, le décalage horaire quand on voyage, certaines professions telles que les travails postés, tels que les pilotes d'avion, etc. Donc en conclusion, les troubles du sommeil sont fréquents et requièrent une approche diagnostique spécifique. Donc s'ils sont mal traités, ils peuvent avoir un impact négatif sur la santé. La prise en charge, bien sûr, doit être globale, tenant compte de toutes les comorbidités psychiatriques et somatiques. Et je vous remercie de votre attention.